Bienvenue sur le plateau HR Makers, J-4 avant l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. L'occasion pour nous de faire le point sur la place des sportifs de haut niveau en entreprise. Comment gèrent-ils leur double carrière, mais aussi quelles sont leurs compétences qui les distinguent des autres talents sur le marché de l'emploi. Pour en parler aujourd'hui, bien évidemment, de sportifs de haut niveau, mais aussi de sportifs qui ont choisi sur le terrain de l'entreprise les ressources humaines pour performer. J'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marc-Henri Bernard. Bonjour Marc-Henri. Bonjour. Vous êtes DRH du groupe Rémi Cointreau depuis 2015 et ex-handballeur de haut niveau. Vous êtes accompagné d'Adrien Lerichom. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes, vous, athlète de haut niveau et représentez la France pour le cross-country. Et vous êtes aussi assistant de direction RH chez G-Réseau. Merci beaucoup. Marc-Henri, on va commencer par faire le point sur votre carrière. Vous êtes actuellement DRH de Rémi Cointreau depuis 2015, donc un poste à haute responsabilité. Mais auparavant, on vous connaissait pour vos performances sportives. Alors, j'ai pas la liste exhaustive de tous les trophées que vous avez eu, 2 fois la Coupe de France, 4 fois vainqueur du championnat de France et finaliste de la Coupe d'Europe, si j'ai des bonnes informations. Oui. C'est bien ça. Alors peut-être nous dire comment est-ce que vous avez effectué votre reconversion lorsqu'on a cette carrière de sportif. Comment est-ce qu'on devient DRH du groupe Rémi Cointreau? Alors en fait, de façon assez naturelle, puisque moi j'ai toujours conçu le sport comme un plaisir, et non pas comme un métier, même si j'ai pu en profiter un moment parce que j'ai été professionnel ou semi-professionnel. Et donc j'ai toujours eu à cœur de poursuivre des études d'une part et ensuite de m'insérer dans le monde du travail d'autre part, tout en continuant une carrière de sportif de haut niveau. Donc ça s'est fait assez naturellement, assez normalement. Toujours les deux en même temps. Toujours les deux en même temps et en essayant justement de faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre et que je puisse concilier les deux. Donc après, c'est une question d'organisation, mais je pense qu'Adrien pourra en parler en connaissance de cause puisqu'il est dedans aujourd'hui. Donc en essayant d'avoir une bonne organisation qui permette de concilier les deux. Et c'est ça un peu la clé du succès. Oui. Adrien, vous en effet, là vous êtes un peu à la croisée des chemins. Votre carrière de sportif se développe énormément. Vous représentez la France au championnat d'Europe et en même temps, c'est le moment où vous choisissez les études supérieures, votre entrée dans la vie professionnelle. Comment est-ce que vous gérez ça? Quels sont aussi peut-être les conseils de votre entourage et des fédérations? C'est ça, exactement. Donc depuis, ça va faire 3 ans, voire bientôt 4 que je fais du sport de haut niveau en demi-fond. J'ai eu l'occasion de représenter la France, notamment lors des championnats d'Europe de cross-country en 2022 à Turin, en Italie. Ouais. Et donc, effectivement, je suis à la croisée des chemins avec ma carrière professionnelle, notamment dans le monde des ressources humaines. Et effectivement, j'ai eu un peu la même réflexion que Marc-Henri, justement, sur le choix de ma carrière. J'ai fait le choix, justement, de ne pas choisir. Et j'ai décidé de mener de front les 2 projets. Et donc, j'ai décidé d'être athlète de haut niveau, mais aussi d'exister de manière professionnelle en continuant mes études. Et aussi l'année prochaine, notamment sur Paris, en master en management du développement des ressources humaines. Donc, oui, de maintenir les deux, c'est très important. En effet, les carrières de sportifs peuvent être très courtes, soit parce que les retraites sportives se prennent tôt, soit parce qu'il peut y avoir aussi des accidents de parcours. Je crois que Marc-Henri, vous avez eu quelques opérations qui témoignent du fait qu'une carrière peut être très, très rapidement stoppée. Prise de conscience peut-être des sportifs davantage assez tôt anticiper leur reconversion professionnelle. Mais toutefois, il y a aussi les entreprises qui doivent aussi prendre conscience des compétences que le sport de haut niveau peut développer au sein d'un individu et qui vont faire un petit peu la différence lors de la prise de poste et pour aussi développer sa carrière. Pour vous, quelles sont les compétences un petit peu transversales, Marc-Henri, qu'on retrouve entre le sport et... Alors, je pense qu'il y en a plein, parce qu'évidemment, on parle souvent des valeurs du sport qui sont transférables ou transposables au monde de l'entreprise, et c'est vrai, c'est pas seulement une idée reçue, mais je pense que parmi les compétences clés, il y a notamment la résilience, puisque tout sportif fait l'expérience de succès, d'échecs, de blessures, de doutes sur
sur sa capacité à revenir, à rebondir, à reprendre le sport de haut niveau et à retrouver sa place. Donc ça, c'est une vraie qualité qu'on peut trouver en entreprise et qui est exploitable. Après, il y a évidemment le goût de la performance, je dirais la discipline générale à laquelle on s'astreint quand on est sportif de haut niveau, puisqu'on s'entraîne des heures et des heures, parfois de façon un peu fastidieuse, mais toujours pour un objectif particulier. Et plus globalement, il y a aussi le côté collectif, c'est-à-dire cette capacité à se mettre au service d'un collectif, soit parce qu'on a fait un sport collectif, soit parce qu'on fait un sport individuel, mais qu'on est entouré d'une équipe, et donc on fait partie d'une équipe réellement pour atteindre des résultats. Et donc tout ça, évidemment, est largement transférable et transposable dans le monde de l'entreprise. Adrien, vous reconnaissez aussi ces compétences-là? Oui, je suis totalement en adéquation avec l'analyse de Marc-Henri sur ces compétences transversales. C'est vrai qu'il y a aussi le côté implication et en effet la discipline. On va à l'entraînement tous les jours, on est habitué à suivre un programme d'entraînement strict, avec une hygiène de vie aussi à côté. Elle tout aussi stricte. Oui. Et donc, c'est beaucoup de qualités qui sont transposables dans le milieu professionnel. Mais je pense qu'en effet, la plus importante, en tout cas à mon sens, c'est vraiment la résilience. Je trouve que la résilience, c'est une très très belle valeur et qu'aujourd'hui, il faut avoir pour être capable justement de gérer notamment la frustration qu'on peut avoir. Je parle aussi justement pour les jeunes générations, étant donné que je fais partie de cette fameuse génération Z aussi. Justement, est-ce que tu perçois déjà des soft skills que tu as et que peut-être les jeunes collègues n'ont pas encore? J'aurais pas la prétention de dire que j'ai davantage. Mais oui, je pense qu'en tout cas, ce que j'observe chez tous les athlètes de haut niveau, c'est qu'effectivement, ils ont des compétences et c'est pour ça que ce que dit Marc-Henri aussi sur le fait que c'est pas une manière d'embellir le CV et d'inventer des compétences, c'est vrai, c'est la vérité. Les sportifs de haut niveau et l'expérience qu'on tire du sport de haut niveau nous amène à développer des compétences qui peuvent nous aider, on va dire, à évoluer en tout cas en entreprise et de manière plus professionnelle. Mais voilà, c'est vrai que sur l'implication et aussi le lien avec la passion qu'on a justement tous les jours à aller s'entraîner. Ouais. Et en tant que DRH, vous êtes peut-être aussi inspiré un petit peu du sport collectif, d'autant plus, pour manager différemment. Je sais que vous dites souvent qu'il faut appuyer sur les points forts des collaborateurs et non pas forcément sur les points de faiblesse. Oui, je crois qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'acharnent à vouloir développer des collaborateurs sur leurs points faibles en prétendant qu'en travaillant, en se formant, etc., on parviendra à faire, on va dire, d'un canasson un cheval de course, ce qui n'est pas la réalité. Et on le voit dans le sport. Dans le sport, on voit très bien que les coachs, les entraîneurs ont cette capacité à identifier les points forts et surtout à faire travailler, renforcer ces points forts pour en faire vraiment des points extrêmement puissants derrière. Et donc, laisser de côté les points faibles ou les points d'amélioration, parce qu'en fait, c'est pas la peine de s'acharner sur ces sujets-là. On prendra trop de temps, trop d'énergie. Ça peut être en plus démoralisant pour le sportif de haut niveau de travailler sur un point faible qu'il n'arrive pas à maîtriser ou sur lequel l'amélioration est plutôt lente, alors que si on le fait travailler sur un point fort, justement là on aura les résultats beaucoup plus de façon beaucoup plus spectaculaire. Donc en entreprise on a tout intérêt à faire la même chose et c'est le rôle évidemment des managers d'identifier les points de force des collaborateurs pour continuer à les améliorer, un peu comme on le fait dans le sport. Oui. Savoir aussi que chaque individu a ses points de force et ses points de faiblesse, c'est pas tous les mêmes. Exactement. Et c'est aussi la force du collectif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un point fort de votre côté ou plusieurs points forts. Adrien en a d'autres, moi j'en ai une troisième catégorie, et tout ça sera mis au service d'un projet commun. Et je pense que c'est aussi une des valeurs, en tout cas un des sujets, quand on fait le lien entre le sport de haut niveau et l'entreprise, c'est le projet finalement auquel on souscrit, auquel on participe et qu'on vise. Ça peut être un titre de champion de France, de champion d'Europe, de champion olympique. Ça peut être un gain de part de marché. Ça peut être le lancement d'un nouveau produit réussi, etc. En tout cas, on est tourné vers un objectif particulier, un projet qui est partagé et auquel chacun va apporter sa contribution en fonction justement de ses capacités et de ses compétences. Et c'est ça la puissance en fait de ce qui fait, je dirais, le projet en entreprise. Oui, complètement. Et je me permets de rebondir sur ce que dit Marc-Henri, parce qu'en fait, chez G-Réseau, c'est exactement aussi justement ce que l'on prône. Et en fait, c'est vraiment la vision de se dire que c'est la complémentarité des compétences qui assurera le succès. Et je trouve que c'est une très belle mentalité
Et les entreprises aujourd'hui qui portent ces valeurs, voilà, c'est très, très appréciable. Et je voudrais qu'on fasse un tout petit focus sur la résilience dont vous parlez tant. C'est vrai que nous, on vous voit un petit peu comme des champions, mais pour être un champion, il faut avoir intégré à un moment donné l'échec. Et quelles sont un petit peu les leçons aussi que vous apprenez de ces échecs sportifs et la façon dont vous rebondissez après? Parce qu'en entreprise, on parle beaucoup de test and learn et en même temps, on est quand même toujours dans une logique où c'est la performance qui prime avant tout. Est-ce que vous avez des petits tips aussi de qu'est-ce qu'on fait d'un échec? Tu veux répondre Je veux bien commencer. Moi, je pense que, enfin, en tout cas pour ma part, le plus important, je trouve que c'est l'analyse. Vraiment prendre le temps à chaque fois d'analyser correctement, justement, la performance. Il y a toujours un objectif, de performance. Ce serait mentir de dire qu'il n'y en a pas. Mais en revanche, je trouve qu'il est important et essentiel d'avoir vraiment une analyse poussée à chaque fois sur chaque performance. Voilà, il faut comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas été, et vraiment se faire une raison objective de la performance. Et parfois, c'est inexplicable. Et parfois, on arrive à l'expliquer par des faits concrets. Et donc, je trouve que ça aide vachement, en tout cas, pour réussir à rebondir efficacement derrière. Je trouve que ça aide beaucoup de bien analyser sa performance. Et voilà, pour vraiment rebondir très vite et aller sur d'autres objectifs le plus rapidement possible. Oui, en complément de ce que dit Adrien, je voudrais rajouter 2 points. Le premier, c'est le feedback. Puisqu'en fait, quand on est justement dans des logiques de succès et d'échec, on a aussi besoin d'avoir autour de soi un entourage qui donne du feedback, qui permet justement de se poser, de se dire, bah voilà, j'ai réussi pour telle raison, j'ai échoué pour telle autre, et comment est-ce que je peux m'améliorer pour éviter de réitérer un insuccès, par exemple. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur la résilience, en entreprise, on le voit, on sait qu'un collaborateur, il peut pas être à 200% toute l'année, en permanence, c'est impossible. C'est humainement impossible, physiologiquement et mentalement impossible. Et donc, on sait aussi que nos collaborateurs peuvent avoir des moments de doute, des moments de difficulté, une maladie d'un proche ou d'un parent, que sais-je, une séparation, etc. Et donc, il faut que l'entreprise soit aussi en capacité d'écouter tout ça et de laisser le temps à la personne de se reconstruire, de digérer en fait cette situation pour revenir beaucoup plus fort après. Donc, c'est aussi cette notion de résilience, elle est aussi liée à l'environnement dans lequel on évolue et les conditions dans lesquelles on met soit l'athlète de haut niveau, soit le collaborateur pour lui permettre de passer ces phases et de faire en sorte que ça se passe bien. Oui, c'est aussi aux directions des ressources humaines de savoir prendre en compte le fait, en effet, on ne peut pas être à 200%, même 100%. Non, et donc je pense qu'il y a une notion d'échelle de temps qui est importante à prendre en compte, encore une fois, parce qu'on ne peut pas être à 200% en permanence. Donc on aura des phases plus faibles, des phases plus fortes, et il faut tenir compte de tout ça. Et c'est pas parce que un collaborateur est en difficulté pendant quelques mois pour des raisons personnelles, par exemple, ou parce qu'il n'arrive pas à prendre son poste ou quoi aux caisses, qu'il faut lâcher le sujet. Il faut justement l'accompagner et lui laisser le temps de pouvoir prendre sa respiration et rebondir dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi quelque chose, je pense que le sport de haut niveau vous apprend, c'est la passion et le plaisir. Je pense que pour être sportif de haut niveau, il faut savoir à certains moments se faire un petit peu mal et être dans une discipline pas toujours très agréable, mais derrière, il y a cette passion, il y a une cause aussi peut-être pour laquelle on est motivé. Ça aussi, c'est quelque chose qui sont des valeurs pour une entreprise qui sont très précieuses. En effet, la passion, je pense que c'est vraiment le déclencheur en fait de plusieurs processus derrière. En fait, pour moi, c'est très compliqué, je pense, d'avoir de la discipline et de la rigueur si on n'a pas de la passion à la base, parce que pour moi, la discipline, donc faire quelque chose que l'on n'aime pas de la même manière que si on l'aimait. Ça passe par la passion. Il faut être passionné pour rebondir, il faut être passionné pour travailler dur, il faut être passionné pour avoir cette rigueur professionnelle, pour avoir envie de réussir tous les jours. Et il faut avoir aussi cette passion pour réussir à se relever de chaque échec. Et c'est ça aussi qui est beau dans la passion, c'est que ça peut nous faire autant aimer notre sport que autant le détester en fin de compte. Et c'est ça qui est impressionnant avec la passion. Mais je pense que tout part quand même à la base de la passion. C'est vraiment très pyramidal. Et en tout cas, les fondations en tout cas de toutes ces structures qui construisent l'athlète de haut niveau partent de la passion et essentiellement de la passion.
Absolument. Et puis si on essaie de comparer avec le monde de l'entreprise, là aussi on est dans la passion et dans le plaisir. C'est-à-dire qu'en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on s'est orienté dans les ressources humaines, c'est que notre objectif c'est de créer les conditions justement du plaisir dans une organisation autour d'un projet commun auquel chacun contribue. Et donc forcément, quand vous prenez du plaisir à ce que vous faites, quand vous prenez du plaisir à venir le matin au bureau, à retrouver vos collègues, à participer à un projet commun, bah, ça change un petit peu la vie, plutôt que de venir avec la boule au ventre ou de se dire j'attends la fin de la journée. Donc, en fait, notre objectif, c'est de créer ces conditions. Alors, je dis pas que c'est simple, que c'est toujours possible, etc. Mais en tout cas, c'est un des objectifs qu'on poursuit. Et évidemment, on s'inspire largement du sport de haut niveau parce qu'on a connu ça. Et que sans passion et sans plaisir, en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Et ça devient une sorte de métier un peu automatique ou d'activité un peu automatique qui n'apporte pas grand-chose. Alors, ça peut éventuellement apporter des revenus si on est sportif professionnel ou si on travaille en entreprise, mais ça ne remplit pas une vie et ça donne pas de sens à ce qu'on fait. Et en fait, c'est ça, je pense, le plus important. La question du sens qui est très importante, on en parle énormément. Exactement. Exactement. Et donc aussi, d'où l'intérêt d'avoir une culture commune, des valeurs communes, dans lesquels les collaborateurs peuvent se retrouver, mais comme on peut se retrouver dans une équipe de hand, par exemple, autour d'un projet commun et d'un objectif commun. Donc voilà, on partage quelque chose et ensuite on met en place les moyens qui permettent d'atteindre l'objectif en question. Quels seraient peut-être alors vos conseils, vous Marc-Henri, pour les jeunes sportifs de haut niveau actuels? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner justement Alors, j'ai pas de conseil particulier parce que j'ai pas cette prétention, mais je dirais juste d'être vigilant sur le fait que le sport de haut niveau, d'abord, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie, alors certes intense, intéressante à tout point de vue, mais c'est une tranche de vie qui a un début et une fin. Et donc, il vaut mieux commencer à imaginer ou anticiper la fin de cette tranche de vie pour passer à la tranche de vie suivante, et notamment l'insertion dans le monde professionnel. J'ai vu beaucoup trop de sportifs de haut niveau, en herbe ou un peu plus avancés, lâcher leurs études, lâcher tout ce qu'ils avaient en dehors du sport de haut niveau pour se consacrer à cette activité et puis se retrouver suite à une blessure, soit ou alors suite au fait qu'ils ne soient plus performants et considérés comme tels, se voir entre guillemets non retenus dans les équipes ou pour la suite, et donc se retrouver en grande difficulté en termes d'insertion. Donc mon principal conseil, si je devais en donner un, ce serait préparer la reconversion, commencer à s'intéresser à la suite, ne pas lâcher les études si on peut continuer à faire des études, parce que c'est une vraie chance, c'est une vraie richesse, et ça permettra derrière de rebondir beaucoup plus facilement que si on a tout arrêté à 16, 17 ou 18 ans. Oui, complètement. Oui, on sait que la précarité des sportifs de haut niveau est réelle. Voilà. Et puis un dernier point, c'est que toutes les disciplines, évidemment, ne se valent pas d'un point de vue revenu, entre guillemets. Le foot n'est pas le handball, n'est pas le cross-country. Donc il y a aussi cette dimension à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on sait que sur les sports dits mineurs, la possibilité d'en vivre est beaucoup plus réduite. Et donc, par définition, il faut anticiper la suite. Et vous, Adrien, peut-être vos conseils que vous donneriez au DRH pour ne pas avoir peur de recruter des sportifs de haut niveau. Voilà, ce serait quoi? Oui, ça tombe bien en plus, étant donné qu'on est avec un DRH. Préjugés, certains qui se disent, mais je vois pas le rapport entre une carrière d'athlète et les ressources humaines, par exemple. Oui, et c'est ce qu'on disait au tout début, en fait. Il faut vraiment pas voir ça comme une manière d'habiller le CV. C'est ce que je disais, c'est des vraies compétences qui sont vraiment disponibles, voilà, chez chacun. Mais c'est pas que dans le sport de haut niveau, finalement. C'est plutôt dans chaque passion de chaque personne et chaque manière de s'impliquer dans des projets externes, en fait, que ceux, on va dire, scolaires ou universitaires. Et sinon, moi, voilà, dans la même ligne directrice que Marc-Henri, serait plutôt sur l'engagement, voilà, ne pas avoir peur de s'engager. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui, par la peur de l'engagement, font un choix. Alors que moi, je pense qu'il faut vivre les choses à 200% et il faut pas avoir peur de y aller. Et voilà, et mener les deux projets de front, c'est possible. Beaucoup pensent que c'est pas possible et que ça peut être très dur. Mais finalement, quand on y croit et qu'on est passionné, justement, à la base, tout est possible et c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Et voilà, sinon, je pense que c'est la principale chose à retenir. Merci beaucoup.
pour vos explications. Marc-Henri, Bernard, je rappelle que vous êtes DRH du groupe Rémi Cointreau et ex-handballeur de haut niveau. Adrien Le Richomme, vous êtes athlète de haut niveau et représentez la France pour le cross-country et assistant de direction RH chez G-Réseau. On retiendra bien évidemment la passion, le plaisir et le sens du collectif. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, plus vite, plus haut, plus fort, mais ensemble. À très vite.